Qui est vraiment Ganondorf? Avant d'être un monstre, Ganondorf est un homme aux origines nébuleuses. L'émergence de ses pouvoirs supérieurs aux dieux liés à ses parents nourriciers est un mystère qui ne demande qu'à être mis en lumière. Au service d'une cause qui le dépasse, sa mission va au-delà de la Triforce, du contrôle d'Hyrule ou même de l'anéantissement de Link et de Zelda. Les différentes timelines font apparaître de multiples allitérations de ces derniers et Ganondorf dévoile lui aussi une multitude de facettes qui évoluent selon les événements. Sa base reste la même, Ganondorf est un vilain. Mélange visuel de Rao dans Ken le Survivant et de Christophe Lambert, Ganondorf est assoiffé de pouvoir et veut obtenir la Triforce. Sa forme bestiale, Ganon, est sans doute inspirée de Ganlon, un fidèle de Charlemagne qui a trahi ce dernier par rancœur et jalousie. C'est le mode d'opération qu'a coutume d'utiliser Ganondorf, aussi bien dans sa forme première que dans sa dernière. Aussi bien par rancœur que par malice, Ganondorf prend un malin plaisir à tromper les souverains et le royaume tout entier. Alors, lorsque Link, revenu du futur avec la preuve de l'intention mauvaise du roi des voleurs, ce dernier sera exécuté et envoyé dans le monde du crépuscule sans même mettre en place le début des prémices de son plan. Victime d'une pirouette temporelle, Ganondorf est plus haineux que jamais. Devenu fou, il oscille entre calme et tempête. C'est à Ganondorf qui veut prendre sa revanche. Il n'est plus seulement question de la Triforce, cette histoire est devenue personnelle. Il veut anéantir Link, Zelda et tout le royaume. Lorsqu'il est battu par le héros du temps et que ce dernier disparaît, les dieux inondent Hyrule sous les flots à son retour. Ganondorf est alors plus stratégique et réfléchi. Sachant à quoi s'attendre, il a eu le temps de réfléchir durant son exil. Songeur, presque philosophe, il en veut aux Iliens et au royaume. Il veut le retour du Hyrule d'antan et souhaite en devenir maître. Sa vision du passé s'oppose alors à l'espoir du futur porté par le roi qui finit par triompher. Enfin, dans un monde parallèle dans lequel tout s'est déroulé sans encombre, Ganondorf obtient la Triforce de la Force et gouverne Hyrule durant 7 ans. Link face à lui, sous le pouvoir de la relique, Ganondorf déploie sa pleine puissance et devient Ganon. Il possède enfin sa forme ultime, celle qui a fait ses preuves puisqu'elle lui permet de terrasser le héros du temps. C'est décidé, il ne sera jamais plus humain. Il gardera cet aspect porcin jusqu'à sa fin. C'était sans compter sur la réincarnation du héros qui finit par le terrasser. Ganon réapparaît ensuite une dernière fois avant d'être battu par Link. Ses sbires tenteront de le ressusciter en vain. À la suite des aventures du héros du crépuscule, un nouveau Malgerudo est né sous le nom de Ganondorf, mais après avoir été renié de sa tribu suite à un vol, il est rapidement transformé en Ganon et finira scellé. Enfin, dans une toute autre temporalité, Ganondorf est rancunier. Mélange de jalousie et d'ambition de conquête, le malin veut le royaume à ses pieds et les pouvoirs divins que confèrent les pierres occultes Sono à ces derniers. Avec le soutien de son peuple, il projette une première attaque surprise sur Hyrule qui sera aisément contrée par le rayon de lumière de Raoru, Sonia et Zelda. Il trompe finalement ces dernières grâce à une marionnette, il tue la reine et obtient sa pierre occulte, le transformant en roi démon et déclarant la guerre du sceau. Suite à une bataille qu'il domine majoritairement, Raoru finit par le sceller sous le château d'Hyrule suite à une ruse de Zelda. Les années qui suivirent furent interrompues par des apparitions du fléau Ganon, essence même de Ganondorf, rageuse de ne pas pouvoir recouvrir son corps. Ce malaise se conclura par le réveil du malin lorsque le sceau se rompit en présence de Zelda et Link. Ce dernier se retrouvera face à Ganondorf alors qu'il a retrouvé sa pleine puissance de roi démon. Il se retrouve malgré tout en difficulté et prend l'ultime décision d'abandonner son enveloppe corporelle pour muter en dragon maudit en avalant sa pierre occulte. Il finit terrassé et disparaît ainsi de ce monde. Ganondorf est prêt à tout pour arriver à ses fins, quitte à se sacrifier lui-même. Tout est bon à prendre pour faire éclater sa haine et sa puissance. Ce goût du pouvoir, Ganondorf l'a depuis la naissance, car avant d'être un porc, un démon ou même un vilain, Ganondorf est un humain. Et un enfant. Roi par naissance, il trouve sa genèse au sein du peuple exclusivement féminin des Gerudo, localisé dans le désert du même nom. Tous les 100 ans, un homme naît dans la tribu et devient d'office leur roi. Cette tradition, bien que curieuse, a inexorablement et de tout temps permis au malin d'avoir à sa disposition une armée pour mettre en œuvre ses desseins. Le peuple finit toujours par en souffrir et le rejette. Au fil des âges, le traumatisme s'est élargi, isolant toujours plus la tribu du royaume. À l'ère du temps, les Gerudo sont méfiantes et incarcèrent tout étranger. Link n'y échappe pas et finira par être accepté au sein de la forteresse après s'être vu remettre une carte Gerudo de la part d'un lieutenant Gerudo. Il existe encore une tolérance. Dans Force World Adventure, Ganondorf voulut s'emparer du trident, trésor des Gerudo protégé au sommet de leur pyramide. Il s'en accapare et les Gerudo, considérant cet acte comme une trahison, le renient et décident de garder l'entrée du désert et d'en interdire l'accès. Link, pour y accéder, doit alors les convaincre qu'il n'est pas en quête de pouvoir. À l'aube d'Hyrule, dans un univers éloigné, Ganondorf a le soutien de son peuple pour mettre fin au règne du roi Raoru, guidé par la rancœur générale de l'éloignement du royaume et de l'isolement. C'est sans doute une fois sa métamorphose en roi démon effectuée suite à l'assassinat de la reine Sonia que les Gerudo l'ont renié.
Ganondorf est pris d'un immense pouvoir lui permettant d'invoquer sans limite des sbires surpuissants et met à feu et à sang le royaume. Il n'a plus besoin des Gerudo et ces dernières ne souscrivent pas à ses actes. À l'ère des prodiges, quintessence de leur traumatisme, les Gerudo n'acceptent plus que les femmes au sein de la cité, alors que Ganondorf n'est devenu qu'une légende, un récit. Les Gerudo n'acceptent systématiquement pas les hommes dans la cité. Le peuple s'est ouvert et les Gerudo vont s'accoupler aux Illiens, mais ces derniers restent exclus de la communauté. Même lorsque Link libère Naboris du maléfice du fléau, il reste recalé à l'entrée de la cité et reste contraint au déguisement. Ganondorf traumatise sans fin son peuple d'origine qui le renie systématiquement. Non. 2 fidèles Gerudo le soutiennent depuis son plus jeune âge, les puissantes jumelles Twinrova, Kume et Kotake. Si Ganondorf n'a pas de parents à proprement parler, ces dernières sont ses mères adoptives. Sorcières du désert Gerudo, elles lui ont appris la magie noire et iront même jusqu'à se sacrifier pour lui permettre de ressusciter. Leur relation à la mort est trouble. Pouvant déjouer cette dernière, Kume et Kotake peuvent vivre jusqu'à 400 ans. Elles ont légué à Ganondorf leur peau verte, héritage sans doute de la magie noire qui les ronge. Garçon abandonné ou probablement arraché à sa famille, Ganondorf sera élevé dans la haine, au milieu de la sorcellerie et des maléfices. Ses pouvoirs sont cependant supérieurs à ceux d'un dieu, des pouvoirs pouvant mettre au péril la vie de tout un royaume, voire d'un monde. Certes, ces derniers sont tirés de l'enseignement des 2 sorcières, mais alors d'où viennent les pouvoirs de ces dernières ? Elles sont les 2 seules sorcières des Gerudo. Jumelles, leur famille et leur véritable volonté ne sont pas connues, si ce n'est protéger Ganondorf. Elles symbolisent le yin et le yang propres aux donjons de l'esprit dont elles sont les gardiennes. L'une maîtrise le feu avec son joyau de rubis et l'autre la glace avec son joyau de saphir. Les Gerudo sont un peuple à part d'Hyrule. Isolés, leur culture est disjointe de celle des autres peuples du royaume. Si ces derniers vouent un culte pour la déesse Hylia, ce n'est pas du tout le cas des Gerudo qui laissent pourrir sa statue au fond d'une ruelle. Les Gerudo ont leur propre culte. D'une part, celui des 8 héroïnes, et de l'autre, le colosse du désert. Monument contenant le temple de l'esprit, il est le QG de Kume et Kotake et par extension, l'ancien repère secret de Ganondorf. Link sera amené à fracturer la statue dont Navi perçoit le mal sur la face, révélant ainsi la véritable nature de la déesse des sables, le propulsant vers l'affrontement avec Twinrova. Sa taille inégalée et ses pouvoirs mystiques ont élevé cette sorcière au rang de divinité aux yeux des Gerudo, certainement, mais pas seulement. Twinrova semble bel et bien être une divinité à part entière que l'on nomme la déesse des sables. Peut-être a-t-elle un lien avec Hylia comme un double maléfique. L'a-t-elle été aux prémices de son existence ou l'est-elle devenue au fil de cette dernière? La divinité qu'est Twinrova est remarquable surtout par son pouvoir de manipulation. Le serpent qui orne son édifice n'est pas qu'esthétique. Référence biblique au péché originel et à la mauvaise parole, il dépeint parfaitement les aptitudes des sorcières. Ces dernières sont capables de s'introduire dans l'esprit de leurs semblables et d'en manipuler les actions et les pensées. C'est ainsi qu'elles feront un lavage de cerveau à Naboru, malgré son statut de sage de l'esprit et sous-chef des Gerudo juste derrière Ganondorf. Cette manipulation mentale permet également d'endoctriner toutes les Gerudo à la cause de ce dernier et les transforme en guerrières sous l'armure des Haches-Viandes. C'est donc en véritable divinité que Kume et Kotake contrôlent le peuple du désert. Et c'est également par cette divinité, ou plutôt ce démon, que Ganondorf sera éduqué. Peut-être est-il lui-même sous l'influence des jumelles. Leur pouvoir l'ayant atteint dès le plus jeune âge, le malin aurait ainsi acquis son titre et ses pouvoirs. Si tel est le cas, cette manipulation n'est que secondaire dans l'esprit de Ganondorf, car une plus grande autorité ancrée dans son âme depuis sa genèse le domine par des pulsions qui ne sont pas les siennes. Ganondorf n'est qu'une enveloppe, un outil au service d'une cause qui le dépasse. Hyrule fut créé par les 3 déesses, Din, Faror et Nehru, et laissèrent de leur passage 3 triangles d'or sacrés gardés sous la protection d'Hylia. L'avatar du néant surgit des profondeurs de la Terre et rallie une horde de démons dans l'ambition de capturer la Triforce. Malgré ses efforts, il est finalement défait par Hylia et enfermé dans le vallon du Sceau. Affaibli, il adopte la forme du banni. Consciente que l'avatar du néant pourrait éventuellement s'échapper, Hylia confectionne l'épée divine destinée à son élu et conçoit Faye pour le guider. Après avoir surmonté de nombreuses épreuves, Link parvint à mettre la main sur la Triforce et désire détruire l'avatar du néant. Avant de rendre son dernier souffle, l'avatar confie des paroles destinées à la lignée de Link et Zelda, leur prédisant que sa haine renaîtra sans cesse à travers les générations pour tourmenter chacune de leurs réincarnations et descendances. Mais en faisant cela, ce ne sont pas que les descendances de Link et Zelda qui seront tourmentées, mais celles d'un autre homme qui, par son destin, sera à jamais l'esclave de cette haine qui hantera les héros durant les âges. Link fait plus ou moins partie de la descendance de Link, du moins spirituellement par l'âme du héros. De même pour Zelda qui renferme l'âme d'Hylia. Mais alors, dans quelle descendance va s'incrémenter la haine de l'avatar?
Ganondorf n'est pas le fruit pur et simple de cette haine, puisque cette dernière a été observable sous la forme du fléau qui, justement, n'a plus accès à son humain Gerudo, le peuple n'existant par ailleurs même pas à l'époque de l'Avatar. Il faut alors quelqu'un de fort, avec une base de haine, c'est encore mieux si elle est contre Link, et une certaine soif de pouvoir, pour ainsi combler cette trinité. Et justement, cette trinité semble déjà formée avant toute malédiction. Ergo est le rival autoproclamé de Link et ne cache pas son désir pour Zelda. Il est violent, vantard, prétentieux, cupide, orgueilleux et surtout malin. Il ira jusqu'à capturer le Célestrier de Link pour l'empêcher de participer à la chevauchée céleste. Sa haine est même entretenue par son sac de boxe qui aborde la figure dessinée de Link. Lorsqu'Ergo découvre le monde en dessous des nuages, il suggère de nommer ce monde Ergoland, un territoire dévoué à sa personne. Ergo se hâte ensuite vers le temple du sceau pour interroger la vieille dame sur le lieu qui n'est d'autre qu'Impa pour savoir où trouver Zelda. À sa stupeur, il découvre qu'il n'est pas destiné à être le sauveur de Zelda. Exprimant sa frustration en réalisant que Link est le véritable héros, il quitte le temple. Sa haine contre Link ne fait alors que grandir et une grande rancœur le gagne. Il y a là un candidat idéal à la haine quasi similaire de celle de l'Avatar du néant. D'autant qu'Ergo est le seul être humain, voire même entité, à lui avoir tenu tête à l'exception d'Hylia et de Link. Alors qu'il est emprisonné sous la forme du banni, l'Avatar du néant va briser le sceau d'Hylia et menacer de recouvrir sa pleine puissance. Dans le but de repousser le banni, Ergo surmonte sa dépression et sa rancœur et se lance dans la conception d'un appareil novateur, la Mégatapulte. Ses efforts portent leurs fruits et Link parvint à confiner à nouveau le monstre. Ergo vient d'exercer une démonstration de force et de ruse que l'Avatar du néant n'est pas prêt d'oublier. C'est lui qui contiendra sa haine et c'est sa descendance, du moins spirituelle, qui perpétueront sa quête de pouvoir et de destruction, notamment envers Link. Il est même fort probable qu'Ergo soit à l'origine des Gerudo. Voulant une terre lui étant dédiée, il aurait une fois les humains revenus sur Terre, conquis le désert désormais vierge pour y construire une communauté. Cette tribu sera exclusivement féminine, comme pour appuyer son pouvoir et prouver encore une fois sa vanité et son égocentrisme. Le peuple conservera alors ses caractéristiques inédites, sa chevelure rouge, ses yeux jaunes et ses oreilles rondes, en opposition avec les oreilles pointues des autres Hyliens. Cet attrait physique n'est d'ailleurs pas anodin, et témoigne d'une rupture totale avec ses congénères. Selon la légende, les oreilles pointues des Hyliens ont cette forme pour leur permettre d'entendre la voix des dieux, et donc indirectement de Din, Faror, Nehru et Hylia. Les oreilles rondes d'Ergo marquent alors sans doute une différence de croyance. Ergo ne croit pas, ou en tout cas n'entend pas, les dieux et déesses comme Hylia. C'est l'élément ultime pour convaincre l'Avatar du néant de confier son ambition à Ergo et sa descendance. C'est décidé, il sera le réceptacle de sa haine. Et Ganondorf sera l'homme qui naîtra tous les 100 ans dans le peuple qu'il a créé et entretenu. Cependant, il manque une chose à Ergo et par extension à sa descendance. Il n'est pas méchant. Faye le dira elle-même, Ergo est un jeune homme très têtu, mais il a un bon fond. Il ne veut pas anéantir les héros, au contraire, il aidera Link et Zelda à venir à bout du banni et donc de l'Avatar du néant. Une fois sa peine passée de ne pas être l'élu, Ergo tente de se rendre utile et se rallie à la cause juste. Il finira alors par faire partie du trio des vainqueurs, heureux et pacifistes. La flamme de haine, de rancœur et même de soif de pouvoir qui l'envahissait n'est plus que braise, mais elle n'a pas disparu. Il suffirait que 2 sorcières, voire même 2 divinités, viennent pervertir cet enfant. Conjointement avec la haine d'un démon qui le hante désormais, la braise qui restait chez Ergo est devenue un brasier chez Ganondorf. Ses pouvoirs sont démultipliés et il ne reste que d'Ergo sa part sombre. Ancien sbire de l'Avatar du néant ou sorcière ayant eu vent de cette malédiction, Koumé et Kotake ont fini le travail du démon en créant le diable incarné. Le pouvoir du sceau. Il permet d'endiguer le fléau et se transmet de mère en fille. C'est un pouvoir sacré, éveillé par la prière. Des références religieuses dans Zelda, il y en a pléthore, et depuis le premier jeu, le christianisme tient une place importante. L'Avatar du néant est la parfaite représentation de l'Antéchrist. Véritable démon, il s'oppose totalement à Dieu qui, ici, est la déesse Hylia. Si Link peut être perçu comme une représentation du Christ, le Sauveur, l'Avatar du néant en est son parfait miroir. Cause de tous les maux du royaume, il a lui aussi un esprit dans son épée qui lui est fidèle. Giraim est l'antifée par excellence. Le lieu de leur affrontement est similaire au lieu de bataille avec Dark Link, la part sombre du héros. De l'eau, la perception d'un monde infini et hors du temps, et un équipement et des parades similaires. L'Avatar du néant n'est pas Dark Link, mais tout comme lui est l'opposé parfait du héros. La Triforce, symbole d'Hyrule et de la croyance des Hyliens en les déesses, est comparable à la croix chrétienne que l'on retrouve par ailleurs dans les différents opus. La Triforce inversée, figurant sur l'épée de l'Avatar du néant, évoque alors la croix latine inversée, symbole anti-chrétien, ici anti-Hylia. Le fait alors qu'Ergo ne soit pas attaché à la déesse a sans nul doute plus que conforté l'Avatar du néant à le choisir.
Cependant, l'avatar du néant n'est que l'antéchrist. Il est loin d'être l'égal des dieux et d'Ilia, mais son sujet le plus cher, lui, sera en mesure de défaire la déesse, du moins dans la timeline de la défaite. Le diable Ganondorf. Ganon est originellement inspiré de Zubaiji, venu d'une légende chinoise qui, comme le diable, était à l'origine un être céleste qui fut exilé sur Terre, considéré comme un être déchu. Durant l'épopée du héros du temps, Ganondorf a gouverné Hyrule durant 7 ans, tout comme le diable de la croyance populaire. Les pouvoirs maléfiques, le goût du chaos et bien sûr la malice sont des attributs des deux démons. L'élève a dépassé le maître. Ganondorf est devenu plus puissant que l'avatar du néant, ce dernier étant l'antéchrist et Ganondorf, le diable. Voulant dépasser les dieux que sont les Sonos, il crée l'apocalypse et atteint le paroxysme de son pouvoir en se transformant en bête, plus particulièrement en dragon ou en porc, considéré comme impur chez les musulmans ou dans la mythologie égyptienne. Sous ces deux formes, son aspect est similaire au bouc aux cornes malfaisantes, rattaché au diable. Tout comme ce dernier, Ganondorf n'aura de cesse de se servir d'intermédiaires et de fidèles qu'il n'hésite pas à trahir pour arriver à ses fins. On notera par ailleurs Xanto, qui, le voyant comme un dieu, est peut-être la seule personne avec Twinrova à avoir observé le véritable potentiel de Ganondorf. Enfin, et tout comme le diable, Ganondorf possède un trident auquel il est attaché, qui en plus de le rapprocher de Satan, le ramène à sa fonction première, celui de ne former qu'un tout avec la Trinité. The Legend of Zelda, c'est beaucoup de dualité, basant ses relations entre le bien et le mal, mais c'est aussi et surtout des triades, la principale étant Link, Zelda et Ganondorf, renvoyant au triangle d'or du courage, de la sagesse et de la force. Dans la mythologie hindoue règnent 3 divinités, Brahma, Vishnu et Shiva, respectivement le créateur, le protecteur et le destructeur. Zelda, c'est Brahma, le créateur de l'univers et de toute forme de vie. Réincarnation de la déesse Ilia, elle est la représentante physique des créatrices de ce monde. Figure de la sagesse et de la connaissance, Brahma et Zelda en sont les gardiens. Incarnation de l'ordre divin dans l'univers, agissant pour maintenir l'équilibre cosmique, de manière similaire, Zelda et Brahma sont perçus comme des représentations de l'ordre et de la justice. Link, c'est Vishnu. Ce dernier est souvent considéré comme le préservateur de l'univers, intervenant pour maintenir l'équilibre cosmique et protéger l'ordre divin. Link est le protecteur de la déesse Ilia et de la relique sacrée de la Triforce. Vishnu possède plusieurs avatars ou incarnations évoquant les multiples itérations de Link, tous devant maintenir la paix et protéger le royaume des forces maléfiques. Enfin, Ganondorf et Shiva. Toujours représenté aux côtés de son trident, symbole de destruction, Shiva est vu comme le destructeur du monde. Il vise à régénérer l'univers en l'annihilant, permettant à Brahma d'en bâtir un nouveau qui sera protégé par Vishnu, suivant ainsi un cycle sans fin. Tout comme Ganondorf, il est un puissant utilisateur de la magie dont il use pour détruire. Souvent représenté aux côtés de serpents, Shiva peut également se métamorphoser tout comme Ganondorf prend diverses formes en libérant sa puissance. Ganondorf fait partie de la Trinité au même titre que Shiva, à la différence près que ce dernier ne détruit pas par haine. Shiva détruit par raison dans la nécessité de maintenir l'équilibre cosmique dans l'univers. La destruction de Shiva joue un rôle vital pour maintenir un équilibre et préserver l'ordre divin. Peut-être est-ce là le véritable rôle de Ganondorf. Déjà dans Skyward Sword, le réveil de l'avatar du néant et sa destruction permet aux humains d'accéder au monde en dessous des nuages et permet à Zelda de créer un nouveau monde sur ces terres sous l'égide de la famille royale. Détruire pour reconstruire. Dans Ocarina of Time, le roi d'Hyrule est assassiné par Ganondorf qui gouverne ensuite Hyrule dans le chaos et le sang. Ces actes permettent aux héros, et particulièrement à Zelda, de reconstruire le royaume et ainsi tourner définitivement la page de la guerre d'unification d'Hyrule qui a traumatisé tous les peuples et dont l'instigateur était le roi lui-même. Dans Zelda 1 et 2, le réveil du démon contraint le souverain à séparer la Triforce en déclarant que chaque triangle d'or reviendrait aux élus dignes de ces derniers. Par effet ricochet, le prince remarquant qu'il n'est pas l'élu, se révolte et souhaite reconstituer la relique des dieux. Il montre alors son vrai visage et endormira même sa sœur la princesse dans sa haine. Il disparaît ensuite des contrées et Ganon, qui suivait les mêmes ambitions, est également défait. Le réveil de ce dernier a non seulement permis à la famille royale de trouver le protecteur digne de Zelda, mais également à cette dernière d'accéder au trône. Sans ça, le prince au fond mauvais étant un homme, aurait, comme dans la plupart des monarchies, gouverné le royaume. Dans Twilight Princess, les agissements de Ganondorf permettent aux héros de conclure les relations entre monde du crépuscule et de la lumière, et ainsi de bâtir un nouvel Hyrule plus en paix. Dans Wind Waker, le retour de Ganondorf sans la présence du héros du temps entraîne une destruction drastique du royaume, car contraint les dieux à l'inondation d'Hyrule. Link protège toujours la princesse, bien qu'elle n'ait plus son aspect ou son rôle original, et tous deux partent en quête d'une terre promise. Espoir d'un nouveau monde à bâtir.
Enfin, dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, la présence et la destruction du roi démon a permis à Zelda non seulement de révéler son pouvoir, mais aussi d'aller à la rencontre de ses ancêtres. Comme durant l'intermédiaire des deux jeux, Zelda et Link peuvent enfin reconstruire un royaume à leur image, en paix, et prônant la collaboration entre les peuples permis entre autres grâce au fléau. Ganondorf, c'est ça. Enveloppe de pulsions de haine qui ne sont pas les siennes, il entretiendra une rancœur millénaire à l'aide de mères adoptives pour perpétrer un cycle de destruction et de création qui dépasse tout, incluant même les dieux. Si l'on dézoome, encore et encore, jusqu'à atteindre notre réalité, Ganondorf par sa destruction est celui qui permet le renouveau. Il est celui qui met un point final à l'histoire et donne l'occasion de créer un nouvel univers. Zelda, elle est dans le titre, elle crée la situation. Sans elle, le joueur n'a pas de monde à fouler puisqu'il n'y a pas d'enjeu. Link, il protège, il entretient ce monde par son épopée qu'il fait vivre aux joueurs. Enfin, Ganondorf ou Ganon le détruit. Il y met fin en concluant l'aventure, il conclut cet univers. Ainsi, et sans chronologie, Nintendo peut créer un nouveau monde original, permis par la destruction passée du monstre. Dans Breath of the Wild par exemple, Ganondorf n'est pas vaincu. Seule son essence est arrêtée, mais lui est bel et bien encore en vie. Il faudra alors attendre Tears of the Kingdom et son anéantissement pour que Nintendo puisse passer à autre chose et en finir avec cet univers. Et le cycle se perpétue, indéfiniment. Nintendo pouvant se renouveler à l'infini. Le début, le milieu et la fin. Tout ça est permis par Zelda, Link et Ganondorf. Ouvre grand les yeux.